vérité, histoire et révolution. Qu'est-ce qui fait que vous, qu'est-ce qui fait que moi, à un moment donné, nous avons conscience du fait que nous sommes conscience malheureuse? Qu'est-ce qui fait, à partir de là, possibilité pour nous de renverser cet état de conscience malheureuse? C'est la compréhension que la conscience malheureuse est une conscience qui est aliénée, qui est donc étrangère à elle-même, parce que précisément, le vécu contemporain est domestication et enfermement dans l'inhumain, dans l'anti-humain. Quand j'ai quelqu'un qui est au bord du suicide, il n'est pas au bord du suicide parce qu'il veut mourir. Il est au bord du suicide parce qu'il veut vivre et qu'il est coupé de la communauté. Il est coupé de sa sacralité. Le type qui craque là et qui veut partir, il veut partir, et ce qu'il fait là en disant je craque, il me dit la sacralité du communisme sous une autre forme. Il veut une vie humaine où les êtres humains ne sont plus séparés d'eux-mêmes, plus séparés de la nature et plus séparés de la beauté du monde. La profanation marchande nous a dénaturés. Donc c'est tout ça qui doit être réapproprié. Mais la prise de conscience que quelqu'un a du fait qu'il appartient à la classe, c'est les contradictions de sa vie sociale. C'est-à-dire que les minorités révolutionnaires participent à l'homogénéisation, ils accélèrent quelque peu la prise de conscience, mais la prise de conscience vient de la réalité objective de leur quotidien. Tous ces types-là qui sont soumis, qui pensent à leur machine à laver, à leurs prochaines vacances, au match de foot, au verre de Ricard, aux études des enfants, bref, tous les mecs qui sont abrutis dans ce circuit-là. Quand dans la boîte, ça va se mettre à bouger, ils vont eux-mêmes comprendre qu'il y a un enjeu collectif qui est riche. Ils vont abandonner le Ricard, le foot, ils vont se dire « Putain, c'est génial, là, je vis une expérience ». Donc, c'est important d'aller voir les gens pour leur dire ce qu'ils sont en fonction d'une histoire qu'ils ignorent, puisque les gens ne connaissent pas leur histoire. Moi, je vous dis, ma grand-mère me disait « Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. » Les gens ne savent pas que pendant des millénaires, ça n'a pas été comme ça. Déjà ça, c'est hyper important d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas toujours eu des patrons, des exploités, l'État, le fric. Déjà ça c'est énorme, mais ça suffit pas pour que les gens bougent collectivement et individuellement. Il faut qu'ils fassent l'expérience à un moment donné. Moi je me rappelle à un moment donné, c'était une usine de technologie avancée en matière informatique et j'intervenais pour X raisons dans cette entreprise et j'ai vu le feu aux poudres dans l'entreprise. Il y avait un malaise, les gens ne le définissaient pas, ils n'avaient pas forcément lu, Marx, Rosa Luxembourg, rien à foutre, George Orwell, ils ne connaissaient pas, et dans un secteur particulier, une nana se voit refuser une après-midi parce que son gosse est malade. La nana pète les plombs, et tout le monde se met à péter les plombs. C'est tout bête. Il y avait plein de choses qui s'emmagasinaient. Il y avait des amertumes, il y avait des comptes. Ça montait, mais on voyait rien. Et il y a une allumette, on lui dit « T'auras pas ton après-midi ». C'est une expérience collective qui fait que tout le monde a compris qu'ils étaient des prolétaires. Tout le monde a compris d'un seul coup que derrière ce petit problème individuel, il y avait un enjeu de vie, il y avait le pouvoir, il y avait la domination, il y avait les petits chefs, il y avait les gros cons, il y avait la misère du quotidien, il y avait la connerie du fric, il y avait l'emploi du temps qui nous écrase. Il suffit de peu. Et quand ce peu surgit, tout ce qui n'était pas visible sort. Et c'est ça qui sera décisif. De la même manière que Marx dit « l'humanité est révolutionnaire ou elle n'est rien ». Je dis « l'amour est révolutionnaire ou elle n'est rien ». Je dis « la vérité est révolutionnaire ou elle n'est rien ». L'affection, la sensualité sont révolutionnaires ou elles ne sont rien. Qu'est-ce que j'entends par révolution? J'entends par révolution la signification primordiale et étymologique du révolutio, c'est-à-dire le retour à l'origine en tant que retour désaliénant, en tant qu'acte ontologique radical par lequel je retourne à l'être générique de ma véritable substance émancipée. Donc, s'aimer, non pas dans le périmètre narcissique de la représentation spectaculaire, de la marchandise humaine, mais s'aimer en tant que s'apprécier ontologiquement. C'est faire œuvre révolutionnaire entre le faux et le vrai.
le désir vrai et le désir faux, l'ordre de la marchandise aliénatoire et l'ordre de la relation érotique de l'être générique. Comme l'humain ne jouit que dans le rapport à l'autre et qu'il ne se produit lui-même que dans ce rapport à l'autre, il a donc un besoin absolu, permanent, du rapport à l'altérité. Mais comme tout rapport à l'altérité est produit par le fétichisme de l'échange, il a besoin naturellement de désirer ce fétichisme de l'échange pour rentrer en contact avec une altérité. Et il se met donc à le reproduire à chaque instant. Sans voir, et c'est ça la schizophrénie et l'aveuglement, sans voir que son désir n'est pas son désir. Il y a un fétichisme de l'autonomie et de l'indépendance à une époque où plus personne n'est autonome et plus personne n'est indépendant, mais pas seulement au travail, dans aucun rapport particulier. Autonomos, c'est-à-dire ma propre loi, la loi de mon désir. C'est jamais la loi de mon désir. On a parlé hier dans le groupe de l'alimentation en lien avec l'émission récente qu'on avait fait sur l'alimentation. On avait mis une citation d'Homère, enfin de Kautsky reprenant Homère, Homère qui expliquait donc dans les tout premiers textes de notre histoire radicale européenne, les tout premiers, l'Iliade, l'Odyssée, il explique que les humains désiraient, les Grecs désiraient de la viande en quantité et de la graisse florissante. Aujourd'hui, au bout du fétichisme de la marchandise, il y a des gens qui disent désirer manger végétarien. Sauf ils vont affirmer un désir. Non, je veux pour telle ou telle raison, etc. Sauf qu'ils ne le désirent pas au sens propre. Parce que ils ont découplé le besoin, et la médecine et la science, la pseudo-science du capital l'avaient fait avant eux, qui n'est pas une pseudo-science, d'ailleurs, c'est la science aliénée du capital. Le gras, la viande, ça me fait plaisir aux papilles, mais le capital m'explique que ça me fait du mal à mon corps. Donc, ce que j'aime est mauvais pour moi. Par définition, mon désir n'étant que l'expression de ce que je veux accomplir pour me réaliser, si je désire du gras et de la viande, et comme par hasard, Homère nous le dit d'entrée, et il ne fait que dire ce que les hommes, et avant ça, les hominidés depuis 3 millions d'années ont toujours fait, il va de soi que mon désir est là pour satisfaire mes besoins objectifs. Et maintenant, on trouve des médecins, donc des gens aliénés dans la séparation et dans la division du travail, mais honnêtes, qui redécouvrent ce qu'ils appellent le régime cétogène, qui en fait, derrière un nom barbare, dit simplement l'alimentation naturelle des hommes depuis la nuit des temps. Et ils découvrent comme une chose effarante, c'est que ce qui nous fait du bien et ce qui fait qu'on invite toutes les maladies, c'est quand on mange de la viande et du gras en quantité, un peu de légumes et quasiment pas de sucre. Les médecins, à la fin, le redécouvrent sous l'aspect du besoin. Mais Homère le dit tout au début, du point de vue du désir. Et l'histoire totale nous dit que finalement, mon besoin, c'est mon désir, et mon désir, c'est mon besoin. Et les végétariens nous expliquent qu'ils se mentent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent saliver devant un steak, mais ils pensent que le bien est contraire à leur désir spontané corporel. Et ça, c'est un exemple typique de la division, c'est-à-dire qu'il y a une unité totale qui est perdue, et donc redevenir autonome, c'est retrouver la loi. C'est un peu ce que disait Spinoza. Spinoza disait être émancipé, c'est s'autodéterminer à agir selon la seule nécessité de ses besoins. On rajouterait avec Marx générique, de sa nature générique, et qui par définition est l'antithèse de ce que je ressens. Et c'est ce qui est très compliqué pour les gens de se dire que je suis complet de mon désir. Ils vont dire, ben non, ils vont me dire non, je désire plein de choses. Mais ils ne comprennent pas que leur désir n'est pas leur désir. Le fait qu'un humain désire, à un moment donné de l'histoire, très spécifique d'ailleurs, celui qu'on est en train de décrire, de la schizophrénie mégapolitaine du capital, que la plupart des humains préfèrent cette merde et le sentiment de la savourer, ça dit la coupure par rapport à cette essentialité première qu'il faut reconquérir, et donc en antithèse du ressenti désirant premier. Donc c'est particulièrement compliqué, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on a besoin de rentrer en permanence en contact avec les autres, ben,
si j'oppose à l'autre l'horreur du rapport qui nous a mis en contact l'un à l'autre, ben l'autre, il veut se barrer. Donc, et comme les gens ne veulent pas que l'autre se barre, parce qu'on vit à travers l'autre et dans notre contact à l'autre, ils sacrifient la vérité de leur désir, de leur faire, de leur amour, etc., à la nécessité de conserver le rapport. Ce qui est une difficulté terrible, mais au bout du bout, c'est sans solution. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, c'est n'accepter que les rapports d'authenticité dans tous les aspects de la vie, au prix de tout le reste. C'est-à-dire que les gens ont peur de mourir, nous dit Hegel, parce qu'ils sont déjà morts. La dialectique du maître et de l'esclave, qu'est-ce qui fait qu'il y a des esclaves? Les esclaves ont peur de mourir parce qu'ils ont tellement peur de vivre qu'ils acceptent la mort de la servilité. Ils ont donc très peur de l'autre mort, la vraie. Et on voit renaître une angoisse incroyable. On voit des gens déguisés en pingouins avec des masques, des sacs plastiques sur la tête. Mais parce que ces gens-là sont déjà morts ontologiquement. Quand on est vivant, bah on aime sa fille et son fils, on aime sa grand-mère et son grand-père, on est inquiet. Mais on ne devient pas fou. On a une analyse historique de ce qui est en train de se passer. Par contre, le capital nous rend idiots. La loi la plus dure à abolir, c'est pas de ne pas respecter le code pénal. C'est pas ça que nous appelle le Christ aujourd'hui. C'est parce que à la limite, c'est le truc le plus facile. Tous les gauchistes excités vont balancer un truc sur une préfecture et c'est interdit. Ils ont l'impression d'accomplir une fracture par rapport à l'ordre légal. Le Christ, il n'appelle pas à ne pas respecter la loi au sens du code pénal. Il appelle à ne pas respecter la loi de l'ordre de la mondanité, et c'est la loi de la valeur. Et elle s'exprime d'abord en nous, évidemment qu'elle s'exprime dans le code pénal, dans le code civil, dans toutes les prescriptions possibles, mais elle s'exprime d'abord en nous. Et dans la famille. Et dans la famille. Oui, il n'a pas pris cet exemple-là par hasard. La famille est une des prisons les plus terribles de l'ordonnancement aliénatoire. oui. Combien de fois on a rencontré un type ou une nana qui voulait avancer dans le cheminement ontologique de l'histoire, mais qui était plombé par le conjoint? Oui. Ça me fait penser au riche qui va voir le Christ en lui demandant ce qu'il doit faire pour accéder à la rayonnance divine. Et le Christ lui dit, ben, vends tout ce que tu as, quitte tout ce que tu es dans la voie, et après reviens me voir. Et le gars s'en va. Mais aujourd'hui, c'est l'enjeu pour les gens. La richesse pour l'immense majorité des gens, elle n'est pas matérielle. Les riches matériels, ils sont infimes. C'est ce qui a enrichi leur fétichisme d'affection et de rapport. La sécurisation. Toutes ces petites strates de sécurisation affective qui, au fil des années, constituent ma richesse aliénatoire, ce que je ne veux pas quitter. Et aujourd'hui, quelqu'un, si le Christ était là, qui allait voir le Christ pour demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il lui dirait, mais quitte toute cette merde qui n'a aucun sens. Et la personne ferait comme le riche à l'époque. C'est pareil, et le Christ n'a pas produit des anti-prescriptions. Le gauchisme, la question chasser les marchands du temple, il va convertir ça en abolir le capitalisme comme un objet là hors de lui, et il va s'exciter. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est chasser la marchandise du temple de notre corps, comme je disais tout à l'heure, qui habite notre corps dans nos émissions, dans nos rapports, et c'est ça qui empêche d'abolir tous les codes pénaux, civils, etc. Le gauchiste ne veut pas abolir vraiment le code pénal civil. C'est un être dévoré par la marchandise, il est à l'avant-garde de la marchandise, et il s'excite dans une schizophrénie contre ce qu'il est l'avant-garde. Mais ce qui fait son quotidien, c'est jamais l'enjeu. Donc il faut sortir de la question du dysfonctionnement, du raté, de l'espérance d'un fonctionnement qui serait meilleur, etc. C'est l'antithèse d'un dysfonctionnement. C'est le fonctionnement parfait de l'ordre machinique du capital en crise terminale qui fait que on peut, du point de vue objectif, même si aucun dirigeant ne se le dit comme ça, mais du point de vue objectif et du système, tous les enfants du monde peuvent être violés à condition que le système perdure. L'enjeu, c'est le regard des abusés, l'illusion, on l'a dit il y a un mois, et finalement, on va le répéter tous les mois, la conscience de classe, c'est la même chose tout ça. L'enjeu, c'est le regard. À chaque fois qu'il se produit une chose, aussi bien dans le domaine géopolitique que dans les choses qui nous touchent au plus profond, l'horreur émotionnelle de ce qu'on peut faire à des enfants, etc.
Est-ce que j'ai la force, le courage et la passion finalement de le regarder en radicalité pour voir le chemin de l'abolition de cette donnée précise? Et personne dit ça. Personne dit ça. Les magistrats se défendent, la gauche crie attention, on attaque l'état de droit, la droite voudrait plus de répression. Mais évidemment que nous, on n'est pas contre le fait qu'un déchet comme celui qui a fait ça à Liana soit éjecté du corps social. C'est pas notre problème, c'est normal. Mais ça ne résout pas le corps social. Ça ne résout pas le corps social. Et il faut avoir la garantie, du point de vue de la logique des forces productives de l'aliénation, que ce sera toujours pire. Là, on a fait l'émission, le soir même, il y avait ce qu'on commence à avoir l'habitude de voir avec les suites du match du PSG alors, il n'y a pas de meurtre, mais c'est l'étape précédente. C'est la joie mauvaise du détruire. On peut s'attaquer à une voiture, et quand on va loin, 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 on finit par s'attaquer à un corps, et puis pourquoi pas un corps d'enfant. Mais c'est la même joie mauvaise. Tous les torts il y a des torts particuliers en permanence. L'absolu se particularise en permanence. Mais chaque particularité d'un tort particulier, même le plus laid, est la particularisation de ce tort absolu qui fait que tous ceux qui n'ont peut-être pour le moment pas de tort particulier immense qui leur tombe dessus, sont dedans et y auront droit. Pour nous, abolir, c'est abolir la totalité de ce qu'on a été jusqu'à présent. Et le plus difficile, même ce qui nous a paru dans toute cette merde, beau. Donc, c'est un effort d'arrachement autrement plus important, au sens de plus difficile que celui de Vermorel. Mais en même temps, c'est une chance parce que nous, contrairement à eux, ils l'ont fait alors que ça n'allait pas s'effondrer et ils le savaient. Contrairement à eux, nous, ça va s'effondrer et on n'a absolument plus rien à perdre. Nous sommes bel et bien dans une crise gigantesque économique mondiale qui produit le nécessaire mensonge coronaviral. Cette crise, cette période historique dans laquelle nous entrons a été décrite par de nombreux groupes radicaux comme la crise terminale du capital. Nous sommes rentrés objectivement, et je dis bien objectivement, dans une période de mort de mode de production capitaliste. Nous sommes là pour en discuter. L'État va vouloir nous diviser. L'État et ses services spéciaux vont vouloir nous diviser par le terrorisme, par l'idéologie antiraciste, par l'idéologie du capitalisme vert, par l'idéologie LGBTiste. L'État va créer tout un tas de fausses luttes sociétales pour nous éloigner de la seule lutte sociale qui compte, la lutte contre l'exploitation. Au nom des milliers d'ouvriers, milliers de paysans, des milliers d'êtres humains qui ont lutté, qui luttent et qui lutteront contre les mensonges de l'État, contre les mensonges du monde de l'argent, nous disons haut et fort, avec fraternité et détermination, à bas l'exploitation, à bas l'argent, à bas le système de l'exploitation. Vive la communauté de l'être contre la société de l'avoir. L'avoir, c'est le monde de la quantité marchande, c'est le monde du marchandisable, du monnayable, du mesurable. L'être, c'est le monde de nos qualités humaines, du vrai amour, des vraies amitiés, des vraies perceptions. Vive le monde de la qualité humaine contre le monde de la quantité marchande, vive l'être contre l'avoir.